On accueille dans ce podcast Patrick Coulon, qui est journaliste et qui est écrivain également. Avec lui, on va parler du polar et peut-être du polar à la sauce Marseille, s'il y a une sauce Marseille pour le polar. C'est vrai qu'on est dans un contexte aujourd'hui dramatique. Récemment, il y a quelques jours, à la remise du prix de l'évêché, la préfète de police a même dit « Heureusement que ce soir, on ne parle que de crimes et de meurtres fictifs ». Alors, la première question, ça sera un peu celle-là, Patrick. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un polar marseillais parce qu'il y a un contexte spécialement favorable à ce type d'expression dans la ville de Marseille? Il y a toujours eu, bonjour d'abord, bonjour à tous et à toutes, il y a toujours eu un polar marseillais en réalité, ou tout au moins il y a toujours eu des auteurs à Marseille qui ont écrit du polar. Et quand je dis toujours, c'est depuis qu'il y a de la littérature imprimée et vendue, c'est-à-dire ça a commencé au 19e siècle et ça a duré tout au long du 20e. Il y a eu des auteurs et toujours des auteurs qui quelque part étaient comme les auteurs d'aujourd'hui, c'est-à-dire facilement qualifiables d'auteurs de polar marseillais, même s'ils faisaient des choses qui n'étaient pas nécessairement spécifiquement marseillaises. Je pense à quelqu'un qui est peut-être même celui qui a ouvert la voie de ce qu'on appelle aujourd'hui le polar marseillais, Jean-Baptiste Toussaint-Sama, qui était un auteur des années 30, 1930, et qui avait écrit un polar qui s'appelait tout simplement Un mort sur la Canebière. On était vraiment déjà dans ce qu'on qualifierait aujourd'hui de polar marseillais. Mais bon, c'est une qualification qui n'est pas suffisante. En fait, on peut parler d'auteurs de polar à Marseille. Il y en a beaucoup. Ils sont nombreux, plusieurs dizaines, mais pas nécessairement de polar marseillais. Alors c'est vrai qu'on retrouve volontiers des descriptions de la ville, on retrouve volontiers une attitude qui est celle de Marseille, mais aussi de Naples, de Barcelone, d'autres villes. C'est-à-dire, en fait, il y a peut-être davantage un polar méditerranéen qu'un polar marseillais. Beaucoup d'auteurs, pas tous, beaucoup d'auteurs marseillais s'inscrivant dans cette vague, enfin, dans cette mouvance d'un polar du sud méditerranéen, latin même plutôt. Alors, il manque peut-être encore le héros récurrent, type Brunetti à Venise ou Barcelone. On a des figures assez classiques dans le polar. Il y a pas encore l'enquêteur marseillais. Il y a des héros récurrents. Bon, évidemment, on ne peut pas faire l'impasse sur Jean-Claude Izzo. Il en a fait que trois, entre guillemets, avec un héros récurrent, Fabio Montale, que tout le monde connaît. Il y a un héros récurrent chez Gilles Delpapas qui s'appelle Constantin Le Grec. Il en a fait une vingtaine. Il y a un héros récurrent chez Maurice Guiran. Il en a fait lui aussi même une trentaine avec son personnage. Donc oui, il y en a des héros récurrents. Après, ils n'ont peut-être pas encore, ou ils auront un jour. Il y a, j'oublie, un héros récurrent chez Jean Contrucy aussi, qui en a fait une douzaine. Alors peut-être qu'ils n'ont pas la notoriété suffisante en tant que héros. Ils n'ont pas eu de film adapté, ils n'ont pas eu de série télévisée, à part Montale, mais c'est une série là aussi qui était assez courte. Alors oui, peut-être ça va venir, peut-être qu'un jour il va y avoir un héros récurrent. Et il y avait eu, je me souviens, dans les années 2000, j'étais associé avec François Thomazeau dans la maison d'édition Les Cahiers du Sud, les Cahiers. Et au sein de Les Cahiers, on avait publié une série qu'écrivait François Thomazeau, qui était Les aventures de Guigou et Schramm, RMiste justicier. Et il en a écrit 5 ou 6 et ça a frémi à un moment donné, ça a bien failli être, les droits ont failli être achetés par une télévision française pour en faire une série. Donc on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Alors justement, on va parler de l'organisation de ce monde du polar à Marseille, parce que vous êtes à la base de plusieurs aventures. Donc les cahiers qui étaient déjà un jeu de mots, et cahiers en un seul mot par rapport au fameux Cahiers du Sud, grande aventure littéraire à Marseille, évidemment. Là, vous relancez un process de travail ensemble, d'une maison d'édition spécialisée. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter ce parcours, Patrick ? En fait, j'en ai deux de maisons d'édition aujourd'hui, une en gestation et une autre qui existe. Celle qui est en gestation, en fait, c'est une vieille histoire. C'est donc Les Cahiers qui a commencé en 2000 sous l'appellation Les Cahiers du Sud, comme un clin d'œil aux Cahiers du Sud des années 1920-1930. Mais nous, on a enlevé le du Sud à force, parce qu'à force d'être catalogués, alors qu'on faisait des auteurs de toute la France et de l'étranger, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. On en a eu marre d'être catalogué en régionalisme, en polar marseillais, justement, pour revenir au mot de tout à l'heure. Donc on a enlevé le du sud pour devenir Les Cahiers.
Et ça a duré presque une quinzaine d'années. On a sorti 150 bouquins entre 2000 et 2013. Puis ça s'est arrêté, faute de moyens, il faut dire les choses comme elles sont. Et puis, entre-temps, après ça, moi, j'ai lancé une petite maison d'édition associative qui s'appelle Melmac, MELMAC, qui fait pas que du polar, qui fait aussi de la science-fiction, et des littératures de l'imaginaire et des chroniques urbaines. Melmac. Ça veut dire quoi, Melmac? Melmac. Non, parce que je sais qu'il y a toujours un côté un peu jeu de mots chez les auteurs, donc c'est de la curiosité mal placée. Non, je peux vous l'expliquer. En réalité, l'association s'appelle The Melmac Cat, le chat de Melmac. Et ça vient, mon Dieu, c'est idiot, c'est complètement idiot. Ça vient d'un délire personnel que finalement j'ai poursuivi, j'ai maintenu au fil des années. Il y a une série télévisée, je ne sais pas si ça vous parle, dans les années 80, qui s'appelait Alf, une série américaine. Alf était une espèce de gros chien, un pâteau, qui était pas très poli, pas très gentil, pas très sympa, qui donc était un extraterrestre, qui venait d'une planète lointaine. Sur la dite planète, la spécificité, c'était que tous les Alfs, qui étaient une espèce de gros chiens, pourchassaient tous les chats de la planète pour les manger en pizza, en lasagne, en tout ce que vous voulez. Et donc, la planète s'appelait Melmac. Donc, être un chat de Melmac, un Melmac cat, j'ai considéré, il y a déjà fort longtemps, que c'était une sorte de refus de la doxa, comme on dit aujourd'hui. Et un exercice de survie. Et un exercice de survie, voilà. Donc, j'ai appelé ma maison, l'association s'appelle The Melmac Cat, et la marque, la griffe, c'est Melmac. Très bien. Alors, Melmac en est où aujourd'hui? Melmac en est à 2 ans d'existence, à raison de 3-4 bouquins par an. Donc, on en est au 7e ou 8e bouquin. Il y a donc, comme je le disais, du polar, de la SF et ce que j'appelle des chroniques urbaines, notamment une qui parle de football et de sociologie marseillaise, qui s'intitule 26 mai 1993 par un sociologue aixois qui enseigne à l'IEP, qui s'appelle Giovanni Privitera, et qui est aussi un auteur qui a déjà écrit beaucoup et qui est passionné de football, et qui nous a raconté, alors c'est une très belle histoire, on la connaît évidemment, l'histoire du 26 mai 1993. Pour ceux qui ne sauraient pas ou qui auraient oublié, c'est le jour où l'Olympique de Marseille a remporté la Coupe d'Europe des clubs champions. À jamais les premiers. À jamais les premiers, voilà. Donc, il a raconté, 30 ans plus tard, donc le bouquin est sorti il y a quelques mois déjà, l'histoire la journée, plus exactement, d'une famille marseillaise populaire de la Belle de Mai. Et à travers les yeux de l'enfant de la famille qui voit son oncle, son père, sa mère se préparer pour la soirée, acheter un grand écran de télévision, puis qui se prépare, quoi. Puis ils regardent le match tous ensemble, et puis ça finit, vous savez comment, il n'y a pas de suspense, mais c'est un peu une journée particulière, comme le titre du film de Scola. C'est-à-dire, c'est une journée qui tourne autour de cette histoire-là, mais à travers cette histoire-là, donc ce match de foot hyper important, eh bien, Giovanni, qui lui est donc sociologue de formation et de métier, en profite pour raconter la vie, les difficultés, les bonheurs d'une famille populaire marseillaise de la Belle de Mai. Le polar et l'OM, ça fait bon ménage? Écoutez, je ne sais pas. Il y a assez peu de polar qui se passe dans les milieux sportifs de manière générale. Dans les milieux du foot en particulier, il y en a guère aussi. Alors, il y a... comment il s'appelle-t-il, Emmanuel Petit, ex-joueur de l'équipe de France, qui a écrit 2 ouvrages en partenariat, en coécriture avec un auteur marseillais qui s'appelle Gilles Delpapas. Donc oui, ils ont fait une tentative. Il y en a d'autres. Moi-même, j'en ai commis un qui se passait dans le milieu du foot. C'était pas forcément très réussi, mais bon, ça avait le mérite d'exister. Ça parlait d'une équipe de 2e division créée à Marseille, et puis qui avait beaucoup de mal à subsister parce que chaque match à l'extérieur, il y avait un meurtre avec un ballon de foot au milieu. Donc bref, on trouve ce qu'on peut comme intrigue. Il y en a eu quelques autres, autour du Vélodrome notamment. Je crois qu'il y en a un qui s'appelait Meurtre au Vélodrome, je ne sais plus qui était l'auteur, mais enfin, il y en a pas mal, oui. Alors on va parler du cercle des Poulardeux marseillais, parce que ça c'est un des derniers opus justement de Melmac. On a le sentiment que vous adorez travailler ensemble, oui. Parce que bon, il peut y avoir, alors je sais pas si c'est des cadavres exquis, puisque c'est un exercice littéraire, ou si vous êtes dans la logique un peu de ce qu'on appelle maintenant les runners, hein, ceux qui font de la série en imaginant l'épisode précédent alors que le précédent a à peine été diffusé. Vous êtes dans cette logique-là de l'instantanéité, puis surtout du fait de travailler tous ensemble? Non, c'est plus une logique de travailler ensemble, en fait. Depuis le début, aussi bien à Les Cahiers qu'à Melmac, on a et j'ai monté des recueils de nouvelles.
C'est-à-dire, à Marseille, il n'y a peut-être pas un polar marseillais, mais il y a des auteurs qui se connaissent, qui sont plutôt en bons termes les uns avec les autres, globalement. Donc ça permet d'initier des projets en commun. Donc ça, c'était il y a 1 an et demi ou 2 ans, j'ai commencé à organiser de manière complètement informelle des déjeuners de polar 2, d'auteurs de polar, 5 ou 6, 6 ou 7, ça dépendait des fois, des 7 ou 8, une dizaine, une douzaine, et autour d'une pizza en général, chez Noël en haut de la Canebière. Et un jour, on s'est dit, je leur ai suggéré, mais c'était sur la proposition en fait, de Christophe Gava, qui est un auteur marseillais, dire, mais si on allait un cran plus loin, si au lieu de se contenter des déjeuners, on montait un recueil de nouvelles, chacun écrit la sienne, et puis on le publie. Donc voilà, ça s'est fait, sans Christophe Gava d'ailleurs. Christophe, franchement, c'est pas sérieux. Euh, et donc on est une vingtaine, puisque j'ai écrit aussi, c'est pour ça, là-dedans, c'est pour ça que je dis on. On est une vingtaine à avoir écrit une nouvelle. Alors la spécificité de ces nouvelles, c'est de se passer à Marseille et d'être dans le monde, mais qui est très large, qui est très vaste, de ce qu'on appelle le roman noir ou le roman policier, éventuellement le thriller. Ça va le plus connu dans le bouquin, c'est René Frény. Et les moins connus, il y en a 3 dont c'est la première apparition dans un bouquin de manière publiée. Ça s'appelle donc le Cercle des Polars de Marseillais, saison 1, ce qui veut dire que j'ai dans l'esprit de le perpétuer dans 1 an, dans 2 ans, avec une saison 2, et puis qui sait si ça fonctionne plus loin. À l'heure où maintenant on peut éditer soi-même parce que c'est relativement facile c'est un des avantages de la digitalisation, du monde de l'édition, parce que ça coûte pas si cher que ça de faire son propre bouquin à compte d'auteur. Donc il y a un foisonnement de gens qui adorent écrire et puis qui écrivent peut-être en effet des romans policiers. C'est quoi la clé d'un bon roman policier ou d'une bonne nouvelle, hein, puisque finalement, quelque part, c'est aussi un exercice dans lequel les auteurs de policiers se complaisent volontiers. Je vous répondrai en tant qu'éditeur, parce qu'en tant qu'auteur, c'est bien plus délicat. Moi, je dirais, je reçois pas mal de manuscrits. C'est complètement subjectif, d'une part. C'est-à-dire, il faut que ça plaise, donc il faut que ça rencontre son public. Après, je pense qu'il faut quand même, d'une part, une histoire qui se tienne, qui soit suffisamment originale, qui ne soit pas forcément copier-coller de déjà 50 histoires qu'on a pu déjà voir, ou lire plutôt, ou voir d'ailleurs, parce que bien souvent ça s'inspire de ce qu'on voit à la télévision ou au cinéma. Donc une bonne histoire, et puis moi j'attache une importance peut-être particulière à l'écriture. C'est-à-dire, là aussi c'est assez subjectif, mais avoir un peu de style, c'est savoir écrire, c'est donné à tout le monde avec du travail. D'ailleurs, le succès des ateliers d'écriture le démontre bien. Mais il faut le faire, quoi. On ne peut pas se contenter de faire verbe, sujet, complément, verbe, sujet, complément, verbe, sujet, complément avec des adjectifs faciles et des verbes simples. Non, ça, il faut quand même aller un petit cran plus loin, je pense. Les ateliers d'écriture, ça serait une bonne idée à Marseille. Il y en a qui existent. Oui, il y en a pas mal. Il y en a plusieurs. Il y a d'ailleurs un auteur de roman policier qui s'appelle Cédric Fabre, qui en anime très régulièrement. Ça fait partie de ce qu'il fait dans la vie, même pour gagner sa vie. Il y en a d'autres, il y en a pas mal, hein, des ateliers d'écriture. Oui, après, je pense que ça intéresse beaucoup les gens maintenant, de plus en plus. C'était quelque chose qui était un peu discret, sous le manteau, qui se faisait guère. Mais, comme vous le disiez, il y a une véritable envie d'écriture aujourd'hui. Parce que c'est plus facile de parvenir à fabriquer un livre, même si on le fait tout seul. Après, il y a un débat permanent au sein du monde de l'écrit sur auto-édition, édition à compte d'auteur, édition à compte d'éditeur, diffusion en librairie, diffusion uniquement sur Internet, etc. C'est un débat permanent. Tout est possible, tout est valable, mais se confronter aux autres, c'est-à-dire ne pas faire son bouquin tout seul dans son coin, ça a quand même des avantages sur la qualité finale de ce que vous allez donner. C'est-à-dire que même si vous êtes bon ou doué, masculin ou féminin, si vous restez sans lectrice ou sans lecteur pour vous dire ça m'a plu, ça m'a pas plu, ben vous allez rester un petit peu dans l'incertitude et ne pas savoir si ce que vous écrivez est intéressant ou pas. Alors que quand c'est publié, et je dis publié, je veux dire essentiellement publié sur papier et si possible diffusé,
dans des librairies, déjà vous allez avoir affaire à un éditeur qui va vous sélectionner ou pas vous sélectionner. Si c'est un bon éditeur, il va vous expliquer pourquoi il ne vous sélectionne pas et aussi pourquoi il vous sélectionne. Et ça, c'est quand même intéressant dans votre parcours d'auteur. Quelle est votre vision de la filière? Est-ce que sur Marseille, on a à peu près tout ce qu'il faut, donc des auteurs, des éditeurs, des libraires aussi? On parle beaucoup du retour en grâce, j'allais dire, des libraires. Quand on organise des conférences, les gens vous disent ah bah, si vous voulez des livres, c'est pas mon éditeur qui va vous les fournir, allez les acheter chez les libraires. On sent qu'on essaie de valoriser un peu l'ensemble de la filière. Alors oui, on a absolument tout, je pense. Peut-être pas tout à fait. Enfin, si on part du début, c'est-à-dire l'écrit, la personne, les auteurs, il y en a. Il y en a des très bons, il y en a même pas mal. Alors ça, c'est une première chose. Ensuite, on a des imprimeurs. C'est peut-être pas forcément la peine d'aller demander des devis en Pologne ou en Tchécoslovaquie. On a des imprimeurs ici qui sont dans des tarifs tout à fait compétitifs. On a des éditeurs. Moi, j'en suis un, mais je suis loin d'être le seul. Il y a plusieurs dizaines d'éditeurs en réalité à Marseille, donc c'est quand même pas mal. Il y a des libraires. Ce qu'il manquerait, à mon sens, c'est ce qu'on appelle un distributeur, un diffuseur-distributeur, c'est-à-dire quelqu'un qui fait la promotion des livres, de vos livres, c'est-à-dire vous passez un contrat en tant que maison d'édition avec une société qui, elle, se charge de faire auprès des libraires la promotion de vos livres, la précommande de vos livres, et puis l'acheminement de vos livres chez les libraires. Ça, que je sache, mais je peux me tromper, mais que je sache, on n'en a pas sur Marseille, ni même sur la région, hormis Harmonia Mundi, qui est censé être à Arles, mais qui en réalité est une structure plus parisienne que provençale aujourd'hui. Donc, il manquerait ça. Et je pense aussi qu'il manque, il y en a eu, il y en a peut-être encore, mais des communicants, des attachés de presse spécialisés, qui connaissent le monde du livre et aussi le monde du livre national, pas seulement le monde du livre ici. Donc ça, c'est deux points où on est plus ou moins rendu, quand on est éditeur ou auteur, à travailler avec Paris. Puis il y a les événements. Vous-même, vous organisez donc à l'Estac chaque année un week-end qui est consacré au polar. Et puis il y a des festivals de littérature à Marseille aussi. Hein. Il y a des festivals de littérature. Il y en a plusieurs qui sont tout à fait intéressants, mais il manque encore le festival de littérature qui a trouvé un écho. Puisqu'on parle de polar, je pense au Quai du Polar à Lyon, qui est richement doté par les municipalités lyonnaises. Donc je fais un appel à la municipalité marseillaise. Pour le printemps du polar. On essaye au printemps du polar tous les printemps, donc l'an prochain ça devrait être début juin je pense, à l'Estac, grâce notamment au travail de la mairie des 15e et 16e arrondissements, de faire quelque chose de correct, mais on manque cruellement de vrais moyens pour faire venir de nombreux auteurs, des auteurs connus, des pointures, parce que c'est ça qui attire le public. Et beaucoup de débats et prendre de la place et communiquer. On le fait, mais on le fait. Il est très beau, le printemps du polar, franchement, il est très bien, mais il a encore une marge de progrès importante. Il y a d'autres événements à Marseille, je pense à l'événement qui a lieu tous les ans à la fin de l'année au Parc Jeannot, qui s'appelle le Festival du livre de Marseille, où il y a beaucoup d'auteurs grâce au carnet d'adresse de l'organisateur qui connaît très bien le monde du livre à Paris. Chaque année, il est capable de faire venir une vingtaine ou une trentaine ou une quarantaine de gens très connus parmi les 70 ou 80 qui l'invitent. Donc ça, c'est un très beau festival. Mais là aussi, il n'a pas la reconnaissance ni financière, ni de communication populaire, et puis la reconnaissance tout court, avec un R majuscule, que cela mériterait. Donc en réalité, je pense qu'il manque encore à Marseille un vrai beau festival du livre. Patrick Coulon, le lien entre le texte et l'image aujourd'hui, on voit que il a été lancé à l'occasion du Festival de Cannes, la grande fabrique de l'image en France pour l'attractivité des territoires pour accueillir des tournages. On est assez bien doté dans cette région, avec Provence Studio, avec bientôt donc un nouveau site dans le 15e arrondissement de Marseille,
pas très très loin de la Provence où vous avez travaillé. Est-ce que le fait de développer le cinéma, les séries, la télé, tout ce qui se passe aujourd'hui sur Netflix ou autre, c'est bon pour le livre ou est-ce qu'il va y avoir un effet un petit peu de récupération et d'attrition? Il devrait y avoir un appel d'auteurs, entre guillemets. Il y en a déjà des auteurs marseillais qui écrivent pour le cinéma, pour la télévision. Je pense notamment à mon camarade Thierry Aguila, qui a écrit de nombreux scénarios, et puis qui maintenant va évoluer du scénario au roman policier, puisque normalement il y en a un qui doit sortir l'année prochaine à Les Cahiers. Donc oui, bien sûr, il y a aussi Philippe Pujol qui a écrit pour l'image et aussi pour le papier. Je pense qu'effectivement, la multiplication des événements cinématographiques ou télévisuels ou pour des plateformes à Marseille doit créer un appel d'auteurs et faire en sorte qu'il y ait des auteurs qui peut-être vont écrire spécifiquement pour ça, mais qui ensuite vont passer à autre chose. Il y a aussi Christophe Gava, dont je parlais tout à l'heure, qui écrit pour la télévision et qui a été lauréat du prix du Quai des Orfèvres par ailleurs. Donc oui. Petite question à laquelle vous vous attendez peut-être pas concernant les grandes personnalités qui se mettent à écrire, comme par exemple quelqu'un qu'on n'aurait pas trop vu dans ce monde-là, qui est le ministre de l'économie et des finances. Vous en pensez quoi également des débats qu'il y a autour de ces bouquins ou de certaines pages de certains bouquins? Je pense une chose très simple. Alors je me fous bien pas mal de ce qu'il a écrit, c'est-à-dire je n'ai pas de jugement, je veux dire, sur la qualité ou pas de ses écrits, y compris des pages dites sulfureuses. En revanche, j'ai du mal à comprendre qu'un ministre, quel qu'il soit, et a fortiori un ministre de l'économie et des finances, ait le temps de rédiger, je sais pas, 3 romans en 5 ans, un truc comme ça. C'est totalement une aberration pour moi. Et l'intérêt aujourd'hui des grands de ce monde pour l'intelligence artificielle et tout ce qui peut arriver dans notre monde, ChatGPT ou autre. Donc, le fondateur a été reçu il y a quelques jours à l'Élysée. Vous voyez comment l'arrivée de l'intelligence artificielle? C'est des TGV qu'on ne peut pas arrêter d'une main. Il faut s'y habituer. Quelle est votre perception de cette arrivée un peu brutale de ces outils? Je pense que ça ne tuera pas l'écriture. Je pense qu'il y aura toujours des gens qui auront envie d'écrire et qui n'auront pas du tout envie d'appuyer sur un bouton pour que ça écrive à leur place. Donc je pense que le danger n'est peut-être pas aussi grand que ce qu'on veut bien le dire. Après, ça peut être un outil, probablement. Et après, il y aura sûrement des bouquins entiers qui sortiront écrits par ChatGPT, programmés par des commerciaux qui diront, ben voilà, on doit faire un bouquin sur tel ou tel truc, ça a marché. Bon, allez, tu rentres tes trucs dans le chat et puis il te sort le bouquin, ok, pourquoi pas. Peut-être que pour certains lecteurs, ce sera même de bons moments à passer. Mais je pense que rien ne remplacera jamais, malgré tout, l'imaginaire humain, les envies humaines, des cerveaux humains de faire des détours par ici ou par là. Donc je pense qu'il continuera toujours à y avoir des personnes qui écriront, et beaucoup plus que ce qui sera écrit par l'intelligence artificielle. Et partant qu'il y aura aussi des lecteurs et des lectrices. Alors, lecteur et lectrice, justement, vous avez été journaliste, vous avez cette fibre toujours, bien sûr, hein, au-delà de celle d'auteur et d'éditeur. Vous voyez comment aujourd'hui la lecture, est-ce que notamment les jeunes générations vont aller plus sur la consommation, parce qu'on peut lire aussi sur des liseuses ou sur des tablettes, hein, des romans ou des livres, c'est évidemment tout à fait possible. Le fait de pouvoir tactilement toucher un bouquin, feuilleter des pages, pareil pour un journal, c'est quelque chose qui vous paraît encore pouvoir être d'actualité dans quelques années? Je sais pas, je suis pas sûr que ce soit si important que ça. Je veux dire, ce qui compte, c'est parler de la fibre. Moi, j'avais la fibre de l'écriture, qu'elle passe à travers le journal ou qu'elle passe à travers des livres. C'était le même désir d'aligner des mots les uns après les autres et de faire des phrases. Alors, sur des sujets réels ou sur des sujets de fiction, finalement, peu importe le plaisir de celui qui écrit ou de celle qui écrit, c'est d'abord d'écrire. Après, la question du support, le support papier a vécu très longtemps et vit encore, et il est loin d'être mort. Et il est effectivement très pratique, très pragmatique, très utile, très simple. C'est un support absolument génial, qui en plus est tactile, donc qui donne une émotion pas seulement avec le cerveau, avec
avec les yeux, avec la lecture elle-même, mais qui donne aussi une émotion tactile, c'est-à-dire un objet, il est beau ou il n'est pas beau. Il y a eu le même problème avec les disques, ils ont quitté le vinyle et puis ils sont en train d'y revenir parce que l'objet dégageait autre chose, quoi. Donc je pense que le livre est loin d'être mort. Je douterais davantage en ce qui concerne tout ce qui est journalistique, parce qu'effectivement c'est une consommation plus rapide, plus quotidienne, et à laquelle les objets mécanico-informatiques répondent assez bien. Je veux dire, lire son journal sur une tablette, c'est pas très gênant. Lire un bouquin, c'est un peu plus compliqué. Dans une période qui est marquée par ce qu'on appelle la gamification, est-ce que le jeu autour des polars est important dans le cadre du printemps? Vous avez cette année organisé par exemple une murder party, hein, je crois, dans les, Oui. dans les quartiers de l'Estac. Est-ce que, par exemple, même dans le monde de l'entreprise, ça pourrait être quelque chose de stimulant? On cherche toujours des activités pour construire des équipes. Alors, résoudre une énigme policière ensemble, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Le jeu est toujours important. Lire un livre, déjà, c'est un jeu, en fait, parce qu'on découvre un univers et c'est vraiment déjà un jeu. Après, jouer à plusieurs autour d'une énigme policière, ça s'est toujours fait, effectivement, depuis le sympathique Cluedo jusqu'au Murder Party dont vous parlez. Oui, ça peut être marrant. Il faut avoir l'esprit tourné aussi vers ce genre de choses, mais beaucoup de gens apprécient et aiment beaucoup ce genre de choses. Oui, on peut envisager même d'après un texte qui existe de créer des jeux. Oui, ça peut être très marrant. Et dans le monde de l'entreprise, je ne sais pas trop comment pensent les patrons d'entreprise par rapport au fonctionnement de leur société en interne, comment ils envisagent le rapport humain, etc. Je pense qu'avant de penser à faire jouer ses employés, ses collaborateurs, c'est peut-être plus important de les faire jouer dans la réalité de leur entreprise, c'est-à-dire leur donner d'une part de bonnes conditions de travail, et puis l'envie d'aimer ce qu'ils font. Et je ne suis pas sûr qu'un jeu, alors ça détend l'atmosphère, mais est-ce que ça aide à développer l'esprit d'entreprise et l'envie de développer sa propre entreprise? Je ne suis pas certain. On va revenir un peu sur ce qu'on disait au début de cet entretien, Patrick. Le terrain de jeu, Marseille, pour vous, ça devient quoi? Et comment vous voyez l'évolution de cette ville que vous aimez, que vous connaissez bien? On parlait de polar marseillais tout à l'heure. Je parle plus volontiers de polar méditerranéen ou latin. C'est-à-dire que Marseille s'inscrit dans un ensemble culturel, on va dire, littéraire aussi, dans lequel, en ce qui concerne spécifiquement le polar, il y a eu des antécédents à Palerme, à Barcelone, c'est-à-dire à Camilleri, Montalbano, qui ont précédé, puis aussi en Amérique latine, Paduro à Cuba, Paco Ignacio Taibodos au Mexique. Tout ça, ça appartient à la même famille en réalité. Et c'est loin de la famille norvégo-suédo-germanique. On est très loin. Je n'ai rien contre les norvégo-suédo-germaniques. Ils font de très bons bouquins, mais ce n'est pas les mêmes. Donc nous, on appartient à un univers ici, dans cette ville qui est plus proche de Naples, d'Athènes, de Barcelone, d'Alexandrie, voire d'Alger ou du Caire, parce qu'on a des cultures de l'extérieur, des cultures comme disaient les Corses, de la magagne, de la moquerie, de l'autodérision. Et tout ça fait qu'on a une spécificité. Après, dans ce cadre-là, Marseille, c'est une ville qui évolue sous certains aspects extrêmement mal et sous d'autres aspects extrêmement bien. C'est-à-dire qu'il y a quand même de plus en plus de gens qui parlent de venir s'installer ici, qui disent qu'à Marseille, la vie est agréable, la vie est belle. Parfois, ils en reviennent. Je pense qu'il y a beaucoup de Parisiens, de Lyonnais, de Français de l'intérieur, entre guillemets, qui viennent s'installer ici. Bon, des fois, au bout de 2 ou 3 ans, ils se disent « Ah non, mais c'est pas du tout ce que je pensais, je repars ». Mais il y en a une majorité qui est contente et heureuse et fière presque d'être venue et d'y rester. Parce que c'est quand même, quoi qu'on en dise, une ville où il fait encore bon vivre. Pas uniquement à cause du soleil, de la météo, des plages, etc., mais aussi à cause des gens, aussi à cause de la culture locale, de l'atmosphère globale. C'est parfois un peu agressif, mais c'est aussi souvent très humain, très open.
Merci Patrick Coulon d'avoir été notre invité pour cette petite demi-heure passée en votre compagnie. On va donc rappeler le Cercle des Polardeux Marseillais, hein, donc chez Melmac, et puis cet ouvrage donc aussi sur le 30e anniversaire quelque part de la victoire de l'OM en Coupe d'Europe à Munich. C'était en effet 1993. déjà il y a 30 ans et on rappelle le nom de l'auteur. Giovanni Privitera. Merci Patrick, à bientôt. Merci beaucoup.